Voilà, merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci encore une fois de plus pour la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, les panels. Nous sommes là en direct de Tosungana Télévision. Vous avez aussi la chaîne YouTube mentionnée en bas de l'écran. Peut-être vouloir partager aux autres amis, frères ou confrères qui se trouvent ailleurs. Voilà, là c'est JM Panel HD. Toutes nos excuses parce que d'habitude nous commençons cette émission à 15h30, mais on a débordé un petit moment suite aux aléas. Merci encore, nous sommes de cœur avec tous nos frères qui se retrouvent aujourd'hui dans le banc des sangs causé par l'ennemi permanent qui est la Kagame. Et vous avez suivi tout le monde, vous avez presque suivi les États-Unis qui demandent qu'il y ait une trêve, c'est-à-dire une pause pourvu que les entreprises ou bien les organismes internationaux de part et d'autre puissent permettre l'aide humanitaire. Mais les Congolais se posent des questions avec la même énergie que les États-Unis utilisent pour la trêve, pourquoi pas l'utiliser aussi pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une trêve ne veut pas dire fini la guerre, non, la guerre continue, alors que le pays membre de la sous-région, l'Union africaine avait choisi la médiation de l'Angola sous Lorenzo, mais là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi la médiation de Lorenzo n'arrive pas toujours à aboutir. Et au même moment aussi, le président Tshisekedi, tu es mort du cul, est-ce qu'il n'y aura pas de dialogue? Parce que là, vous savez, les dialogues signifient encore dialogue. Donc, il faut signer encore des accords pour respecter les dialogues. Et pour ça, le président de la République reste mort du cul. Tout ça aussi, il a besoin de l'accompagnement de toute la population, nos militaires en même temps. Parce qu'à un certain moment donné, on comprend que parmi la population, il y a ceux-là aussi qui essayent de travailler dans la main noire avec nos ennemis à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct. Ce sont des questions, c'est pour tabler aussi la justice. C'est notre deuxième thématique. Mais nous voulons d'abord commencer avec la sécurité, la justice dans ces pays. Tout le monde a décrié comment les départs inattendus de l'ancien ministre de l'économie Nicolas Kazadi qui est parti parce qu'il est malade. Mais là, les Congolais pensent que c'est déjà un mauvais pas pour l'actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ce sont des questions, c'est pour réfléchir là-dessus. Et pour en parler, nous avons reçu pour vous l'analyste politique et puis l'économiste M. Henri Kalimasi Kingombe. C'est ça, il est de l'Union sacrée et du parti politique, l'AFDC, du président Bahati Lukwebo. Merci M. Henri d'avoir répondu au présent à cette belle émission. Je vous en prie, mon frère. Merci beaucoup. Vous pouvez encore pousser un peu parce que vous avez les micros en tige. Alors, avec vous, nous allons essayer de réfléchir sur certaines questions d'actualité. Les Congolais ont besoin, surtout les paniers de la ménagère, a besoin de retrouver son souffle tant entendu, alors que tout est limité dans les temps et dans l'espace pour votre manager principal de l'Union sacrée qui est le président Félix. En même temps, certaines réalités font à ce qu'ils disent un peu, voilà, je dois mettre deux pieds sur terre pour réfléchir sur les questions nécessaires. La sécurité, en commençant avec les tout premiers dossiers qui est la sécurité. Les États-Unis demandent qu'il y ait trêve, pause, afin qu'on permette l'aide humanitaire. Est-ce que vous pensez que les États-Unis inspirent encore confiance pour la République démocratique du Congo? Vous avez le temps. Bon. En diplomatie, nous pouvons garder l'espoir parce que c'est parmi les piliers du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au-delà de la voie militaire, politique, l'arme qu'il utilise aussi, c'est la diplomatie. Mais ce qui est étonnant, les mêmes États-Unis sont parmi les 15 membres qui ont signé la résolution pour l'embargo d'armes en RDC. Et c'est là où nous nous disons, est-ce que nos partenaires tels que les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, ne jouent-ils pas aux chauves-souris?
pour nous distraire. Moi, je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est clairvoyant, a eu une vie anticipative des faits, raison pour laquelle il avait convoqué d'abord le Conseil supérieur de la sécurité, et hier encore, il a convoqué la réunion des Task Force. Moi, je crois qu'il connaît déjà à qui il a affaire. Quel type de partenaire, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international, que ce soit les États-Unis qui se prétendent aujourd'hui solliciter la trêve. On peut dire, il y a l'anguille sur roche. Est-ce que cette trêve est en faveur de la République démocratique du Congo ou en faveur de l'ennemi? Parce qu'on en a vu. On sollicite la trêve, peut-être c'est pour armer l'ennemi, pour qu'il vienne nous écraser. Est-ce que c'est une trêve de bonne foi? C'est la question que la République doit se poser. C'est la question que les services de sécurité doivent mettre sur la table. De savoir, est-ce que cette trêve est réellement en faveur de la République démocratique du Congo? Que viendrait faire la trêve alors que l'État congolais, au travers le numéro 1 de ce pays, qui n'est autre que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a cessé de dénoncer haut et fort, je crois à trois reprises, au Conseil de sécurité, que c'est Kagame et les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Il y a les organismes des Nations Unies qui ont fait la même chose. Non, nous devons cesser avec l'hypocrisie. À quoi jouent les États-Unis? À quoi jouent les États-Unis? Pourquoi des poids, des mesures? Lorsque les États-Unis en Ukraine appuient militairement l'Ukraine contre la Russie, l'Union européenne même, pourquoi pas les faire aussi en RDC? Pourquoi armer l'Ukraine et interdire à l'RDC, dont il n'y a même pas plus d'une année qu'on a levé la mesure d'embargo? Est-ce que ce n'est pas une façon de nous endormir? Surtout qu'aujourd'hui à l'Est, on en a vu, il n'y a pas 48 heures, quand certaines villes sont tombées. Comment la population aujourd'hui de l'Est est en train d'accueillir les M23 ainsi que l'AFC de Messéna? Est-ce que les Occidentaux ne veulent pas profiter de la même situation-là comme l'était à l'époque de Mouzé, lorsque la population recevait les rebelles et eux-mêmes les conduisaient pour faire tomber les villes? Et ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Monsieur Henri, je pense la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parlons, parce que vous avez cité l'Union africaine avec son rôle primordial qui est de garantir la paix et le développement dans son espace africain. La médiation de Lourenço, le président de l'Angola. Jusque-là, ça n'aboutit à rien. D'ailleurs, même, bientôt, il y aura une réunion de l'Union africaine pour réfléchir sur la question sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais le président Félix, en tant que président de la République démocratique du Congo, il est entouré des gens, des scientifiques, des politiques. Et il est dans la grande marmite qu'on appelle l'Union sacrée. Est-ce que vous tenez compte des temps? Il n'a que 5 ans. Parce que pour la Constitution, il n'a que 5 ans pour gérer et donner son image. Quel est l'apport qu'apportent tous ces gens, tous ces cassis, en fait, toutes ces affiches de l'Union sacrée, des politiques avérées? Quel est l'apport qu'apportent ces gens-là auprès du président Félix, afin qu'il arrive un jour à dire, même si je n'ai pas réussi à 100%, même à 45%, j'ai fait quelque chose? Mon frère, vous savez, la maladie
entre facilement dans le corps. On peut prendre le médicament, le médecin peut vous prescrire le médicament peut-être pour 7 jours, peut-être pour 1 mois. Et je considère que ça peut être le cas pour la situation de la République démocratique du Congo. Et vous savez, la guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Kabila en a fait plus de 18 ans au pouvoir. Oui, mais Kabila fait son histoire. Maintenant, c'est vous qui êtes là au pouvoir. C'est Tshisekedi et sa ceinture. Il faut repenser la plaie. Tout en tenant compte du temps aussi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne dort pas. Je venais de dire tantôt ici qu'il était avant-hier avec les conseils de sécurité nationale, hier avec les task force régionales, toujours pour cette cause-là. Comprenez? Vous-même, vous veniez de le dire tantôt, que Félix Tshisekedi jure mordicus, qu'il n'y a pas de dialogue. Il ne veut pas de dialogue. Mais si, peut-être ça fait partie des piliers pour la solution à l'Est. Il veut mettre fin à la guerre de l'Est. Mais vous devez savoir que la guerre de l'Est, c'est aussi une guerre économique. Une guerre économique des multinationales qui, par rapport à nos richesses souterraines, dont notamment ou particulièrement les nobium et les coltans aujourd'hui, qui fait fabriquer les ordinateurs et les téléphones que nous utilisons, et dont la République démocratique du Congo est le premier producteur mondial. Mais qui ne gagne rien en retour. Mais c'est ça la cause de la guerre. Peut-être ce manque de leadership, de cohésion. Ce n'est pas le manque de leadership, c'est de l'impérialisme. C'est une autre façon dont les Occidentaux ont adopté pour recoloniser l'Afrique ou la République démocratique du Congo. Est-ce que là, vous ne mettez pas en mal la souveraineté de ces pays? Un pays souverain qui laisse la porte ouverte aux soi-disant impérialistes faire de n'importe quoi. Mais que voulez-vous, mon frère? Nous avons été colonisés par ces mêmes personnes. Et comme vous le savez, tous les pays africains ont des colonies ou sont des colonies de certains pays occidentaux. Il y a de ces pays africains qui sont gérés par la France, dont il y a 3 parmi eux qui sont en train de se révolter. Parce qu'au moins, ils ont un seul parrain qui est la France. Mais nous, la République démocratique du Congo, nous sommes un pays qui est géré par les 5 puissances, qui lors du partage de l'Afrique en 1885, n'avaient pas si partagé le Congo. Ils étaient partis en vacances, tout en laissant la RDC entre les mains, d'abord de Léopold II, et ensuite des rois Baudouin. Vous le savez. Donc l'Afrique, ou la RDC, disons, n'est pas comme le Burkina Faso, n'est pas comme le Mali. La RDC est gérée par les 5 puissances mondiales. Et c'est ces 5 puissances-là dont Félix fait face. C'est quelqu'un à féliciter. Écoutez, à l'époque de Joseph Kabila Kabange, vous savez, on a eu combien de dialogues? Amani Léo, Amani 1, Amani 2, toutes ces histoires-là, il y avait des dialogues. Nous ont amenés où? Nous ont amenés où? Aujourd'hui, nous déplorons bien sûr certaines villes qui tombent entre les mains de l'ennemi. Mais ce n'est pas le cas comme par le passé, où on voyait Bukavu entier tomber, Goma entier tomber. Mais on dit Mais que Félix ne dort pas. On dit que sous Kabila, il n'y avait pas une multiplicité des groupes armés à l'Est. C'est sous les règnes de Félix qu'il y a eu une prolifération aujourd'hui à l'Est. C'est parce qu'il y avait des dialogues, c'est parce qu'ils se retrouvaient. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de la guerre économique. Cette guerre économique était gérée par Kigali à travers les multinationales qui prenaient les minerais congolais comme des arachides à l'Est. Et c'était conventionnel. Les dialogues là, quand vous avez vu les mêmes Rwandais qu'on décriait se retrouver dans notre armée,
dans nos gouvernements qui se sont succédés, qui sont devenus aujourd'hui les informateurs de ceux qui nous maltraitent. Ils sont dans notre gouvernement, ils sont dans notre armée, dans nos services de sécurité. Et vous pensez qu'en un clin d'œil, Félix Tshisekedi, un civil, n'est-ce pas, qui n'a aucune expérience politique. Il est civil, mais il est chef de l'État. Il est chef de l'État, mais il est le tout premier militaire de ce pays, c'est lui d'abord. Bien sûr, mais il faut s'imprégner. Il a fallu du temps pour s'imprégner de la situation. Et aujourd'hui, il a la chose à main. Raison pour laquelle les villes n'arrivent plus à tomber comme par le passé. Je le disais, c'est une guerre économique. C'est une guerre des multinationales qui a été laissée par Joseph Kabila Kabange au travers les codes miniers. Alors, nous restons encore sur les mêmes dossiers parce que c'est tellement sensible. La population qui nous suit en ce moment se pose tant de questions. La RDC a quelle forme en ce moment ici? Le Congo n'a plus sa forme. Et aller à l'université, revenir, aller à l'université, finir ses études, c'est comme aller passer son temps de vacances et puis revenir sous les toits des parents sans rien faire. On oublie même l'avenir aujourd'hui. Monsieur Henri, la cohésion nationale, c'est parmi les armes les plus efficaces pour permettre le développement d'une nation. Aujourd'hui, on veut le dialogue. On veut que Tshisekedi tende la main à tous ces grands qu'il maîtrise aussi. Je ne dis pas grands par rapport à lui. Je parle de l'opposition, je parle d'autres classes politiques que vous maîtrisez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait dialogue? Il faut que tous les Congolais se mettent ensemble et réfléchir, dire alors nous restons un seul et on n'a qu'une seule nation qui s'appelle les Congo. Là aussi, lors de son investiture comme président de la République, dans son deuxième mandat ici, mais il avait tendu la main à toute l'opposition. De quelle manière et de quelle façon? Mais vous voulez qu'il tende la main de quelle manière? Mais on dit il est le même à bouger, à chapeauter l'opposition. On sent que l'opposition ne se sent pas... C'est cette opposition-là. Écoutez, pourquoi nous voulons qu'à chaque fois qu'il y ait dialogue, et qu'à l'issue de ce dialogue-là, qu'il y ait partage du pouvoir? Pourquoi nous ne pouvons pas convoquer un dialogue avec un terme de référence, par exemple, où cette opposition que vous parlez aujourd'hui peut parler ou peut défendre ce que vous venez de dire, que nous allons dans un dialogue pour préparer le terrain à nos étudiants qui finissent dans les différentes universités afin d'éradiquer le chômage. Vous avez déjà entendu un tel dialogue dans ce pays? Vous avez déjà entendu nos opposants avec un dialogue, par exemple, pour soutenir l'économie congolaise par rapport à son développement tel que vous venez de le dire? Vous avez déjà entendu parler, lorsqu'il y a un dialogue, nos opposants partent là-bas pour discuter de l'avenir du Congo 30 à 40 ans. Mais la politique, c'est question de l'intérêt. Vous voulez qu'ils viennent comme ça sans intérêt, qu'ils ne sachent pas c'est quoi leur part? Aux États-Unis, lorsque les démocrates sont au pouvoir, les républicains deviennent chômeurs. Et ils attendent le moment pour gérer la chose publique. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Nos opposants sont des versatiles. Sont ce qu'on appelle les femmes libres. Ils changent de casquette à tout moment. Est-ce que c'est ce genre d'opposants qu'il faut faire confiance? Les opposants qui sont traîtres entre eux-mêmes, qui vendent leurs plans à ceux qui sont au pouvoir pour les intérêts égoïstes. Et quand ils vous parlent de ce dialogue-là, par rapport aux 2 mandats prônés par un président de la République qui est en fonction, vous voulez nous ramener où? À une transition? Alors que Félix Antoine Tshisekedi lui-même vient du parti politique qu'on appelle Union pour le progrès, Union des démocrates, IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, n'est-ce pas? Mais il ne peut que servir d'exemple par rapport à cette démocratie. Que voudrait la démocratie?
par rapport au mandat. C'est faire ces 2 mandats et partir. Quand il voudra convoquer peut-être ce dialogue-là, les mêmes opposants vont dire nous convoquent pour revoir la Constitution afin qu'il brûle le 3e mandat. Mais on dit que c'est parmi les plans prévus par l'Union sacrée. Les plans de l'Union sacrée et de rester au pouvoir pendant longtemps, il faut toucher à la Constitution d'une manière ou d'une autre. Nous devons éviter d'accuser quelqu'un intentionnellement. Dans la Constitution, il n'y a pas que question des mandats du président de la République. La Constitution, c'est toute une vie de la République. Il y a les questions économiques dans la Constitution. Il y a les questions sociales de la Constitution. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on organise les élections, c'est pendant les saisons pluviales. Vous savez combien les gens souffrent? Et après élection, vous savez combien de temps que les péripéties politiques prennent après l'investiture du président de la République pour que le gouvernement sorte? Ça nous a pris combien? Plus de 5 mois. Mais attention. Ça, c'est votre politique interne. C'est votre politique interne qui a mis à mal la sortie du gouvernement. C'est la politique. Écoutez, c'est parce qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y avait pas une entente. C'est comme ça que ça a pris en large les affaires. À l'époque de Kabila, le gouvernement faisait ça 80 quelques jours. Je me rappelle même... Pourquoi vous prenez un exemple, quelqu'un qui n'est plus au pouvoir? Raison pour laquelle... Pourquoi pas dire même à l'époque de Laurent Désiré Kabila? Raison pour laquelle Kabila n'a jamais laissé une constitution. Kabila a libéré le pays. C'est Joseph Kabila qui a travaillé pour cette constitution au référendum de 2006. Ah, au moins vous reconnaissez la paternité. Hein. Mais il fut président de la République. Non, ça c'est bien de reconnaître ça. Il a joué son rôle. Et c'est la continuité de l'État que nous sommes en train de faire. Ce que nous ne voulons pas, c'est condamner l'Union sacrée par rapport à un système qui a existé. Et c'est ce système-là que le chef de l'État avait dit à l'époque qu'il voulait déboulonner. Et si aujourd'hui il dit qu'il doit toucher à la Constitution pour revoir les choses telles que je le disais par rapport à la CENI, qu'on puisse par exemple organiser les élections au mois de juillet. Et au mois de juillet, par rapport à ces 5 mois-là, le chef de l'État peut prêter serment, par exemple, au mois de décembre. Et au mois de janvier, pendant ces 5 mois, par rapport à notre constitution, si on maintiendra les mêmes systèmes de dégager la majorité par rapport au niveau de l'Assemblée nationale ou au Parlement, pour avoir le Premier ministre. Moi, je crois que les 5 mois nous permettront d'y travailler, parce que tout le monde sera dans cette fièvre-là de Nouvel An. Et au mois de janvier, une fois que le chef d'État est investi, comme ça s'est fait aux États-Unis, le même jour où il est investi, il peut sortir le Premier ministre, parce que tout sera déjà sur la table. Le même jour, on peut sortir le gouvernement. Et les gens n'auront plus à crier par rapport à tout ce qu'on a déploré hier. Quand il veut toucher à la Constitution, il veut briguer le 3e mandat. Pourquoi? Ça a été parmi le refus quand vous étiez à l'opposition. Mais s'il faut parler de dialogue, là vous dites non, Félix Tshisekedi ne peut pas tendre la main, il refuse de... Non, dans les dialogues, vous refusez qu'il n'y ait pas partage du pouvoir, alors que la politique c'est question d'intérêt. Non! Je peux vous faire revenir dans l'histoire. Vous savez que vous êtes de l'AFDC. C'est une mauvaise habitude. Non, vous êtes de l'AFDC. Vous savez que vous avez été avec Joseph Kabila après un temps. Si on vous demandait pourquoi vous l'avez quitté. Parce qu'on voyait déjà les bateaux chavirer, en train de chavirer. Non, mais d'après nos informations, c'est parce que les réclamations des Batilukwebo n'ont pas été prises en compte. C'est comme ça qu'il avait claqué la porte. C'est ce qui s'est dit. Mais écoutez, ça aussi ce n'est pas mauvais. Le pouvoir, on la cherche pourquoi? On les cherche pourquoi? Alors acceptez de partager avec l'opposition. C'est pour les conserver le plus longtemps possible, pas pour partager avec l'opposition. L'opposition doit être une opposition républicaine pour accompagner ceux qui sont au pouvoir, en réévaluant ce qu'ils font et en apportant leur contribution par rapport à ce qui ne va pas. Mais quel genre d'opposition que nous avons? Nous avons les genres d'opposition qui, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, par rapport à la situation sécuritaire du pays, cette opposition peut vouloir aujourd'hui la mort de Félix
pour qu'il récupère le pouvoir. Cette opposition peut vouloir aujourd'hui l'échec de Félix pour qu'elle justifie leur prise de pouvoir demain. Très bien. Donc, ils ne travaillent pas pour l'intérêt du pays. Et c'est là où nous devons être nationalistes. Il faut interpeller plutôt cette opposition-là à être une opposition nationaliste. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Je rappelle à ceux qui nous ont pris peut-être en retard. On est en direct de Tosunga, la télévision plateau spécial avec Monsieur Henri, qui est analyste politique, en même temps économiste. Analyste, mais il est de l'Union sacrée. Nous réfléchissons ensemble. La République démocratique du Congo, c'est notre nation. Nous n'avons qu'une seule nation que Dieu nous a donnée. Donc, on est dans l'obligation de la protéger et protéger nos vies aussi, le développement. Sinon, on nous appellerait des simples touristes sur la terre. Chacun voudra à un certain moment donné accomplir sa mission principale. Alors, Monsieur Henri, on va déjà boucler ces tout premiers dossiers. Chitons un peu en politique. Auparavant, le président, au premier mandat, il a été avec les FCC Cash. Ça ne marchait pas parce que ses principes ne passaient pas. Et maintenant qu'il a toute la majorité, je dis bien, il a la majorité entre ses mains, mais cette majorité n'inspire pas confiance parce qu'au sein de la majorité, il y a des affiches et des têtes qui pèsent. Chacune ou chacun veut au moins sa part par rapport au dialogue signé de part et d'autre. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Si on vous demandait, parce que nous avons déjà perdu une affaire de 6 mois, il reste pour les chefs de l'État 4 ans et quelques mois. Qu'est-ce qui bloque les décollages de ces pays? Qu'on sente que c'est le deuxième mandat qui est déterminant pour le président Félix. Est-ce l'union sacrée? Ou bien vous pensez que lui seul, le président de la République, a quelque chose qui les bloque en dehors de l'union sacrée? Vous faites une conclusion par rapport à ces tout premiers dossiers. On passe à une autre thématique. Je ne sais pas si comment vous concevez ces blocages-là? Non mais parlez-nous. Est-ce qu'il y a l'unité dans l'union sacrée? Les présidents ont cette facilité d'avancer. Parce que pour la population, dans l'union sacrée, ça ne va pas. Écoutez, ce n'est pas l'union sacrée qui gère la République. Mais c'est dans l'union sacrée qu'on puise les gens pour gérer la République. C'est ce qui fut fait. Il a fallu un gouvernement. Et ce gouvernement n'a pas été bloqué par rapport à l'union sacrée. Ça a été bloqué par rapport au système. Parce qu'il fallait dégager une majorité. Et au travers de cette majorité, sortir un premier ministre qui devait être précédé par un informateur du gouvernement tel que le chef de l'État l'avait fait. Et après, il a transformé cet informateur en formateur. Et après, le chef de l'État a nommé Madame Judith Souminoa comme Premier ministre pour asseoir son gouvernement. Et Madame Judith Souminoa a sorti le gouvernement. Comment vous parlez de blocage pendant que... Non, mais on craint qu'il y ait trop de frustrés dans l'union sacrée. Le gouvernement n'a que 2 semaines. Il n'y a que 2 conseils de ministres. Peut-être le 3e, c'était hier. Ils sont en train... Et d'ailleurs, il faut féliciter la Première ministre. À peine nommée, il s'est retrouvé à Bukavu, à Goma. Pas plus qu'une semaine ou 3-4 jours. Elle était à Kananga. Ces déplacements sont à féliciter. Écoutez, mais vous ne pouvez pas gérer sans pour autant avoir l'état des liens. Elle est la chef du gouvernement. Elle est en train d'évaluer. Elle doit avoir l'état des liens de la République. C'est cet état des liens qui va la conduire comme boussole. Enfin, d'asseoir son programme du gouvernement. Comment vous pouvez soigner un malade sans le diagnostiquer? Elle devait aller au Nord Kivu parce que c'est là où on parle de l'insécurité, pour s'imprégner, prendre les causes et apporter des solutions. Elle devrait aller à Bukavu, là où la MONUSCO fermer bagages, pour voir comment on va gérer l'après-MONUSCO. À Kananga, quand il va inaugurer ou réévaluer la situation des routes qui étaient en construction et voir par où terminer peut-être les barrages aussi
de Katende. Mais ça fait partie de ce que la population attend. Est-ce que quand vous faites... Le gouvernement n'a que 3 semaines, moi je crois qu'il faut laisser le temps au gouvernement, l'évaluer peut-être après 100 jours. Il y a une question qui m'arrive. Par rapport au programme du gouvernement, il y a 20% que la première ministre a prévu pour l'armée, mais on pense que c'est moins. Est-ce qu'avec les 20%, ça peut aller pour résoudre les problèmes de l'armée? Écoutez, on ne dépense qu'à travers de ce qu'on a. Peut-être c'est un essai et c'est un processus. On peut commencer avec les 20% et lorsqu'on trouve que c'est insuffisant, on améliore. Est-ce qu'on va... les pouvoirs de Tshisekedi, c'est un pouvoir d'essai par erreur, on ne sait pas... on veut une détermination. À quand la détermination? S'il faut Comment vous penser... cette détermination? Mais vous dites avec 20%, on essaye, alors que si ça ne marche pas, on change. Il y a une loi de programmation militaire qui a été mise en place. N'est-ce pas? Lorsque vous avez un budget de 18 milliards de dollars ou 19 milliards, et que vous prenez les 20%, c'est combien de milliards? C'est 1,8 milliard. On peut comparer 1,8 milliard si on gère ça rationnellement. Moi, je crois que les problèmes, c'est la rationalité des dépenses par rapport à ces 20%. Le problème, c'est ce que le président de la République est en train de faire aujourd'hui et la première ministre, de prendre en main la situation militaire, de la situation d'un militaire ou de l'armée congolaise. C'est ce qui est important. Alors, une cité confisquée à l'Est, récemment, il y a de cela des jours passés, si je ne m'abuse pas, par un proche, en fait, un proche d'un ministre en place, d'un parti politique, qui a sorti un ministre, je cite Julien Paluku, son parti politique qui est le BIREC, et l'un de ses proches, ou l'un de ses membres qui a été nommé gouverneur, non, bourgmestre, par les M23. Alors, comment est-ce que vous pensez pour lutter contre cette infiltration? C'est comme si on a l'impression, vous pensez gérer, mais vous avez des gens avec qui vous vivez, qui gèrent la situation à leur manière. Pour vous, cette cohésion-là, amener les Congolais à réfléchir d'une seule manière. Comment on peut lutter à ce genre de situation? On voit les proches partir. C'est ça l'idéal pour les vrais patriotes et les vrais nationalistes. Mais on peut gérer l'homme, mais on ne gère pas ses humains. Mais on dit que c'est à cause de la frustration que Félix sème dans les têtes des politiques. Je ne sais pas entrer dans la cuisine interne de Birek, mais je condamne l'acte. Mais je ne sais pas aussi condamner Birek, parce que la personne qu'on a nommée s'est retrouvée là où on l'a nommé. Est-ce que réellement il portait Birek à cœur, ou il voyait ses intérêts? Nanga, on était avec lui ici, c'est lui qui a organisé les élections. C'est lui qui a proclamé Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. En 2018. C'est lui qui nous a montré la vraie démocratie. D'ailleurs, c'est quelqu'un de la société civile. Parce qu'il a été pris dans la structure confession religieuse qu'il avait porté comme président de l'ensemble de la CENI. Mais aujourd'hui, il est où? Nous détrions tout ça. Les gens ne voient que leurs propres intérêts au lieu de voir l'intérêt supérieur de la République. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la question. Moi, vous posez une question, à vous la réponse. Pour laquelle les chefs de l'État n'aménagent aucun effort pour qu'il y ait un ministre ou une ministre de la jeunesse et de la citoyenneté. Moi, je crois que quand il arrive à mettre tout ça, c'est pour essayer un peu de retravailler le mental des Congolais, le civisme des Congolais, pour qu'ils sachent que Félix partira, mais le Congo restera. Alors, ça vous fait comment quand l'un de vos partenaires de l'Union Sacrée, un grand parti politique comme l'UDPS aujourd'hui, affiche des malentendus au sein du parti politique
entre docteur honorable et Teni Longondo, ça ne marche pas avec Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de ces partis politiques. L'UDPS est votre partenaire de l'Union Sacrée. Comment ça vous fait et comment ces désordres-là vous affichent quoi au juste? Je ne sais pas appeler ça désordre, tout comme je ne sais pas entrer dans la cuisine interne de l'UDPS. Non, l'un de vos partenaires, vous jouez à la cohésion au sein de l'Union Sacrée. Chaque parti politique a son règlement d'ordre intérieur, a ses statuts. Je ne maîtrise pas bien les statuts de l'UDPS et le règlement d'ordre intérieur de l'UDPS. D'ailleurs, c'est un parti qui prône la démocratie. Si Teni Longondo, je ne l'appuie pas. Mais si Teni Longondo peut émettre son point de vue, moi je crois que c'est à Kabouya de l'appeler pour l'écouter et voir comment à l'interne ils peuvent gérer la chose. C'est le conseil que je peux donner. Très bien. Pas là pour diviser les membres d'un même parti politique. C'est à M. Kabouya de jouer à la sagesse lorsqu'il y a les gens qui veulent allumer les faits dans son parti, étant président du parti aujourd'hui et secrétaire général du parti, d'inviter ces gens et de les écouter. Pourquoi pas répondre à leurs desiderata si c'est pour l'intérêt supérieur de leur parti, surtout que c'est un parti au pouvoir. Très bien, merci beaucoup. Nous prenons le deuxième grand dossier. Vous avez parlé, nous parlons maintenant, excusez-moi pour la tautologie, nous allons discuter la justice. C'est les poumons, les soubassements de chaque nation. Vous avez soulevé les problèmes de la rationalité, qu'il faut gérer avec rationalité. Le peuple a besoin de ces changements et les changements doivent commencer au sommet comme reflet et l'influence vers les autres secteurs. Nicolas Kazadi, qui n'a pas été jugé, soupçonné d'avoir détourné autant de millions de dollars américains. On attendait quand même qu'il puisse être jugé, pourquoi pas en présence de tout le monde, qu'il y ait un procès public, comme on l'a vu lors du programme 100 jours du premier mandat du président Félix. Et subitement, Nicolas Kazadi a brisé presque le barrière. Il n'est plus au pays, il est parti prendre les soins. On pense que le ministre de la Justice actuel a déjà fauché pour son premier pas. Non. Il ne faut pas avoir des préjugés. Et nous devons faire confiance à notre justice. Nous devons savoir qu'il y a une démarcation entre le ministre de la Justice et les cours et tribunaux. C'est une institution. Il y a cette indépendance. Donc même le ministre de la Justice, quand bien même qu'il soit celui qui fait la politique du pays par rapport à ce secteur, mais il doit savoir qu'il y a l'indépendance. Et il n'y a que les juges qui peuvent apprécier les dossiers de quelqu'un. Nous condamnons, bien sûr. Nous condamnons si réellement ce qui s'est dit sont vrais, mais nous devons savoir qu'en droit, les faits s'éprouvent. Les faits ne se décrètent pas. Et il n'y a que le procureur général de la République près la Cour de cassation et les juges, lorsque les dossiers des concernés seront fixés, n'est-ce pas, qui vont établir la vérité. Nous tous, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la supputation. Mais la vraie vérité, c'est le procureur général de la République qui doit être républicain, qui doit travailler avec conscience par rapport à la mission. Parce que même si nous, peuple congolais, nous ne serons pas à mesure de les juger, mais Dieu, qui l'a créé par rapport à son peuple, peut les juger un jour. Non, mais là, vous nous ramenez dans des superstitions religieuses, monsieur Henri. Écoutez, les détournements, pendant l'époque du président Félix, est devenu un mot populaire et relatif. On doit lutter contre les détournements. Vous voulez que Félix fasse quoi? Lorsque Félix vous place confiance,
et que vous dérogez à cette confiance-là. Vous voulez que Félix entre... Il doit subir la loi. On doit sentir que non, la justice pèse. Il doit subir la loi. La justice ne doit pas se faire par la clameur publique. La justice a ses principes. Et il n'y a que le procureur général, après la Cour de cassation, qui a ouvert les enquêtes, qui a autorisé monsieur, parce qu'il n'est pas parti par force, qui a autorisé monsieur Nicolas Kazadi de quitter le pays, qui doit répondre à la population congolaise au cas où Nicolas Kazadi ne rentre pas. Parce qu'il ne faudrait pas aussi accuser Nicolas Kazadi de fuir. Peut-être réellement il est malade. Peut-être ce que nous pouvons déplorer, c'est le fait que Bobota et l'autre puissent entrer en prison aujourd'hui et demain on puisse voir la levée de la décision de Nicolas Kazadi pour son voyage. Il fallait qu'on attende quand même un peu. Peut-être c'est ce qui fait regretter la population congolaise. Il fallait que le procureur général et la Cour de cassation attendent, même une semaine après, d'avoir transféré les deux en prison pour lever la mesure. C'est là où il y a la mouille sur roche. Mais nous donnons encore de l'espoir. Nous faisons confiance à notre justice et nous pensons que Nicolas Kazadi, étant nationaliste, étant républicain, étant la personne que le président de la République avait placé confiance, s'il s'avérait qu'il est innocent, il rentrera au pays pour répondre de ses actes. Très bien. Merci beaucoup, M. Henri. Je rappelle une fois de plus à nos téléspectateurs, nous verrons les appels qui entrent, mais on n'a pas assez de temps pour permettre les appels, même par un message, on peut les faire passer pour jouer à une interaction, parce que c'est votre émission. Si nous sommes là, c'est parce que la population a besoin de nous. Alors, on va déjà vers la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions reçu, ou nous sommes encore sur ce plateau avec M. Henri Kalimassi, c'est ça, qui est analyste politique et puis économiste, membre de l'Union sacrée. Alors, on va réfléchir parce que l'Union africaine, on va réfléchir le social maintenant. L'Union africaine a prévu qu'il y ait une réunion, oui, c'est pour la paix et tout et consorts. Mais ici, nous voulons penser maintenant les sociales. De tous les secteurs, de tous les piliers prévus par le chef de l'État. Pour la population, c'est d'abord le social. Et le social ici, c'est vivre mieux. Si pas avoir un petit pain le matin, avoir un petit rien à midi, peut-être les soirs aussi, avoir un transport facilement, que le salaire ou bien que l'argent, la monnaie circule pour permettre à la population d'évacuer à ses préoccupations. Il y a l'instabilité des taux du dollar. Qu'est-ce qui fait qu'avec un budget estimé à 16 milliards, les dollars n'arrivent pas à se stabiliser? Vous qui êtes économiste, là, vous devez avoir un point pour nous éclairer quand même, savoir si les taux des dollars ne fait qu'augmenter du jour au lendemain, c'est à cause de ça. À vous les temps. Bon, je ne sais pas si je peux situer votre question à quel niveau, si c'est au niveau social ou par rapport à la montée des taux de dollars. Mais c'est ça ce qui dérange la vie sociale, c'est les taux des dollars. Quelqu'un qu'on paye 100 dollars à la fin du mois, il se retrouve qu'il a acheté, peut-être qu'il dépensait 30 dollars, mais parce que les taux des dollars n'est pas stable, il est dans l'obligation d'aller de 30 à 60 dollars, alors que son salaire reste à 100 dollars. C'est le déséquilibre qui est là. Pourquoi les taux de dollars ne restent pas stables? Et directement, il y a une influence dans les sociales du peuple. Bon, écoutez, il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres dans ça que peut-être, économiquement parlant, je ne serais pas jugé. Parce qu'il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en guerre. Lorsqu'on est en guerre, par rapport à la stabilisation
de cette guerre à l'Est, ce sont les dépenses qui s'effectuent. Ce qui fait que la banque centrale doit bouger à tout moment. Peut-être ça peut être l'une des causes. La deuxième des causes, c'est la rationalisation des dépenses. Ça fait partie des causes. Comment on gère nos dépenses? Comment la banque centrale joue avec sa trésorerie par rapport aux sorties des fonds? Il y a aussi question, vous devez savoir que notre pays ne vit que des fiscs. Or, pour stabiliser l'économie ou la monnaie, il faut que l'économie soit assise sur la production. Et notre pays ne produit rien, sur tous les plans, que ce soit du côté agricole, que ce soit dans le secteur minier. Toutes les sociétés minières qui existaient, notamment la Gécamine, l'Okimo à l'époque, ce qui est devenu aujourd'hui la Sokimo, l'Amiba, qui supportait le budget de l'État en termes, par exemple la Gécamine en termes de 70%. Et ces devises constituaient un matelas monétaire pour stabiliser l'économie. Aujourd'hui, toutes ces entreprises minières ne fonctionnent plus. L'agricole, du côté agricole, n'en parlons même. Nous ne visons que des fiscs. Alors, lorsqu'on ne gère pas bien nos dépenses, ça déstabilise l'économie du pays. Lorsque nous ne produisons pas et que les opérateurs économiques qui vendent en francs congolais et qu'au niveau de la banque centrale, par exemple, il n'y a pas un matelas monétaire qui doit couvrir, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont besoin de devises pour aller se procurer les marchandises à l'extérieur. Lorsqu'ils trouvent qu'au niveau de la banque centrale, ils sont bloqués par rapport à ces devises, tout ce qu'ils ont comme francs, ils les font quoi? Ils les lancent sur le terrain. Et lorsqu'ils lancent ces francs sur le terrain, chacun met son taux. Et ce qui fait qu'il y a l'inflation. C'est pourquoi nous devons faire tout pour recourir à la production. Nous devons faire tout, notre gouvernement doit faire tout pour que nos sociétés minières produisent, soient relancées ou réhabilitées, n'est-ce pas? Donc c'est tout un processus qui ne peut pas se gérer sur base de fiscs. Vous ne pensez pas que ça puisse avoir de l'impact dans les programmes du président Félix, parce qu'il a besoin quand même d'une réussite à la fin de son mandat? Le peuple aura besoin d'un bilan à présenter. Vous n'allez pas dire au peuple des explications. Nous n'avons pas réussi parce que le temps qui nous a été confié n'a pas été suffisant. C'est pourquoi on n'a pas été à la hauteur, alors qu'en face de vous, vous avez des solutions palliatives. Et tout ce qui vous reste, c'est de l'action. Vous ne pensez pas que cela ait de l'impact sur la gestion ou le bilan du président Félix en 2028? Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi? On a les PDL 145 territoires. Là, ça pose problème. Là, ça pose tellement de problèmes. Chacun a sa manière de voir les choses. Et puis, une maison ou une école ne peut pas se construire en 2 jours. Surtout que nous avons 145 territoires. Où il y a plusieurs projets par territoire. Un autre problème que nous n'avons jamais éclairé peut-être la population. Parce que la population pense que les gouvernements, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la France ou des États-Unis, où ils ont des budgets par exemple de 1000 milliards de dollars, de 350 milliards de dollars. Nous sommes encore loin, nous sommes en train d'y travailler. On a trouvé ces pays en 2018 avec un budget de 4 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 20 milliards. La question qui reste par rapport au programme du Premier ministre que le chef de l'État a fait confiance,
c'est d'utiliser rationnellement ces budgets-là par rapport aux besoins de la population. Et qu'est-ce que la population? Les gouvernements ne travaillent que sur les 10% de la population qui sont représentés par les fonctionnaires de l'État. N'est-ce pas? C'est là où le gouvernement doit travailler et donner les moyens nécessaires. Et d'ailleurs, le chef de l'État en a parlé au Conseil des ministres la fois passée. Il connaît les problèmes de son peuple, qui est le social. Moi, je crois que Mme Soumino est en train d'y travailler. Nous venons de loin. Nous devons quand même féliciter le président. J'ai suivi lors des conférences de Bali-Niki les économistes de ces pays qui sont dans les mêmes gouvernements, mais qui disent qu'il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de... Écoutez, le président de la République peut avoir une vision. Mais le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est la synergie de tout ce qui entoure le président de la République par rapport à une politique. Le président de la République représente une vision. Mais le leadership, c'est l'ensemble de tout ce qui l'entoure, qui ne pense pas que être leader, c'est être seul. Le leadership, c'est l'ensemble de vous, de nous tous ici qui entourons le président de la République. C'est nous qui allons accompagner sa vision. Ne pensons pas que lorsque le président échoue et que nous étions avec lui dans le même bateau, qu'on va voir, c'est nous tous que nous sommes. Il ne faut pas amener des théories occidentales ou inutiles face à nos étudiants. Ils ne sont pas dupes. Celui qui a parlé, par exemple, Jean-Lissier Boussa, mais il fut ministre du Commerce extérieur. Depuis Kabila en 2000, je ne sais pas moi, depuis le mandat, il est ministre. Quelle est sa pierre à l'édifice qu'il avait apporté par rapport à ce leadership, par rapport à cette vision-là, par rapport à la gestion de la République? Aujourd'hui, il est ministre du portefeuille. Il est aux côtés du président de la République. Mais supportez qu'il vous dise la vérité. Quelle vérité? Après analyse, il a découvert qu'il n'y a pas de leadership, il y a l'absence et qu'il faudrait changer la donne. L'absence qui donne les remplaçants. Pourquoi il n'a pas donné? Il a présenté, mais il n'a pas donné la solution. C'est bien beau de parler. On se moque de qui? Même Dieu qui a créé le corps, pourquoi il nous a donné les parties du corps? Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les nez, pour que chacun joue son rôle dans le corps. Le président de la République, c'est un président de la République qui présente une vision. Qui peuvent l'accompagner dans cette vision-là? Ce sont les membres du gouvernement. Ou alors, ils sont en train de vouloir piéger le président de la République comme d'habitude. Ou qu'ils disent que le président de la République a échoué, alors qu'ils ont échoué ensemble. Cette conférence à laquelle avait pris part le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il a aussi soulevé quelques propositions. Mais il fut ministre de l'économie. L'économie a bougé quand? Il ne faut pas être des économistes théoriciens. Il faut être des économistes qui apportent. Mais lui dit partout il passe, il double les salaires, il triple. Est-ce que c'est ça l'économie du pays, doubler les salaires? C'est qu'il a une stratégie, il sait comment amasser de l'argent pour permettre qu'il y ait une distribution facile. Quand on vous donne l'économie du pays, c'est pour payer les salaires, c'est pour doubler les salaires? Ou c'est pour travailler pour une politique, enfin, de transformer ou de diversifier cette économie-là? Pour diminuer le chômage, parce que vous l'avez soulevé ici, que les étudiants finissent, lorsqu'on vous donne le ministère de l'économie, c'est pour diversifier l'économie. C'est pour faire la politique économique de votre pays dans ce secteur-là. Parce que c'est le socle même de la République. Il ne faut pas rester dans les théories. Mais Vital Kamerhe, c'est un professeur des universités. C'est un docteur en économie. Les professeurs... Sa réflexion doit être prise en compte avec beaucoup de réflexions. Écoutez, on ne doit pas seulement rester dans les réflexions. Jacques Attali, en France, c'est un économiste.
Vous savez ce qu'il a joué comme rôle pour son pays? Atatürk en Turquie. Vous savez, c'est ce que nous voulons. Pas les économistes qui écrivent des textes inutiles et qui ne produisent rien. Nous voulons des économistes qui peuvent diversifier l'économie congolaise. C'est-à-dire, des tomates, de la tomate en bois, en fruits, en tomate en boîte, de la tomate en boîte, à l'exportation, de l'exportation qui importe les devises. C'est ça l'économie que nous voulons. Pas l'économie de nous remplir de thèses qui ne sont que remplies de littérature. Il lutte en tant que président de l'Assemblée nationale à permettre à ce qu'un député national vive mieux qu'auparavant. Il a besoin qu'un député vive mieux. Est-ce que c'est ça le rôle d'un président de l'Assemblée nationale? Le député, il a été élu par qui? N'est-ce pas par le peuple? Maintenant, qu'est-ce que le peuple attend de député? C'est pour qu'il soit le mieux payé ou pour qu'il travaille afin que son pays soit développé? Est-ce que Vital Kamerhe, à la tête de l'Assemblée nationale, c'est un échec ou une réussite? Je ne sais pas les juger. Mais avec le départ, vous avez quel pressentiment? Non, nous devons faire une démarcation entre sa mission comme président de l'Assemblée nationale et ce qu'il a présenté au niveau de l'INIKIN. Nous devons faire une démarcation. Comprenez? C'est que moi, je n'ai pas seulement voulu que condamner le leadership du président de la République ou sa vision pendant qu'ils sont ensemble. On pense qu'il a trahi le chef de l'État. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À chacun de juger. De la même manière qu'on est en train de... Moi, je crois que même là où vous êtes aujourd'hui, il est en train de regretter ses propos. Tout celui qui a pris parole là-bas, je crois qu'il est en train de regretter. Parce que ce sont les gens qui ont dirigé ce pays et qui n'ont jamais amené ce pays à un point quelconque par rapport à ce qu'a fait Atatürk. Donc, ils ne sont pas... Tous ces mondes qui étaient dans cette conférence ne sont pas à prendre... Non, n'est pas à prendre comme exemple dans ces pays. Ce sont des théoriciens. Nous voulons du pragmatisme. Nous voulons du pragmatisme. C'est ce que nous voulons. Lorsqu'on est vice-premier ministre de l'économie, vous savez ce que vous avez comme ministère? Le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, le ministère des Budgets. Donc, vous comprenez? Lorsque vous avez... Donc, vous gérez les finances, vous gérez les budgets, vous avez l'économie, vous avez l'agriculture. Comment ne pas faire une politique, parce que vous avez les finances comme vice-premier ministre, orienter les budgets par rapport à l'agriculture afin de diversifier les produits de l'agriculture? Parce que dans l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage. Quelle est la politique qu'il nous a apportée quand il était là? Qu'est-ce que vous proposerez? Que Vital Kamerhe mette un peu d'eau dans son verre de vin? Ou qu'il continue avec, parce que beaucoup l'acclament, disent que Vital Kamerhe, dans sa manière de diriger les débats, il y a l'aspiration d'une assemblée promettante. Ce qui tue ce pays, sont des apparences. Ce qui tue ce pays, c'est quoi que lorsqu'on devient ministre, on devient intelligent. Et on peut marcher sur tout le monde. Alors que parmi les étudiants qui finissent aujourd'hui, il y a les plus intelligents, plus que les ministres qu'on a mis en place. C'est la confusion que nous avons dans ce pays. Pour être connu dans ce pays, il faut qu'on te nomme d'abord ministre. Donc, on ne fait pas confiance aux gens qui peuvent apporter quelque chose, tel que moi qui suis en train de parler ici. Tant que je ne serai jamais ministre ou PDG dans ce pays, personne ne parlera de moi, personne ne suivra ce que je suis en train de dire. Non, mais ça dépend de vos propositions. Mais lorsque... Il y a toujours une procédure pour que votre voix soit entendue. Qui va suivre? Vous êtes dans un grand parti politique, l'AFDC. Écoutez, vous avez un leader, Bati Lukwebo. Présentez vos projets. Bien sûr. Je pense qu'il pourra... Le parti peut avoir des projets, mais faudra-t-il qu'on vous mette comme animateur afin d'appliquer ce qu'on a apporté comme projet dans les partis pour l'appliquer, n'est-ce pas? C'est ça. Vous vous sentez bloqué ou comment? Comment bloquer? C'est une politique du pays.
Mais les partis aussi à son système. Les partis à son système. Les partis à son système. À l'UDPS, Augustin Kabouy avait convoqué l'autre fois. L'idée m'arrive, l'idée me fuit plutôt. Il fallait que chacun dépose ses propositions, son projet de société, voilà, les ambitions. Il a créé une commission. Par rapport à quoi? C'est par rapport au poste. Mais si à l'AFDC, vous n'avez pas de pareilles structures, proposez-la, ça peut passer. Où chacun dépose un projet de société. Je ne peux pas me limiter au parti par rapport à mes ambitions ou à mes intérêts égoïstes. Moi, je suis en train de voir la République. Comment est-ce que je peux travailler pour C'est une seule personne qui peut jouer les rôles tels que le chef de l'État est en train de les faire comme visionnaire, comme leader, et qui appelle les autres, qui se croit intelligent de l'accompagner. Seul, il ne fera rien. Vous êtes en train de parler de notre justice. Les chefs de l'État nomment les corps, la magistrature. Lorsque ces corps-là ne répondent pas à sa volonté, vous voulez qu'il les égorge? C'est comme une femme, vous épousez une femme aujourd'hui, demain vous la répudiez, demain, mais c'est vous qu'on taxerait d'un mauvais mari. Voilà la difficulté que les chefs de l'État ont. Et ils sont les premiers à aller faire de leur publicité politique inutile. Au lieu de dire que les chefs de l'État nous ont présenté une vision, les chefs de l'État nous ont présenté un leadership, mais c'est nous qui devons accompagner ce leadership-là, cette vision-là, pour l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Henri Kalimassi Kingombe, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes analyste politique, en même temps économiste. Vous êtes aussi dans l'Union sacrée. Fini cette émission. Je pense nous allons revenir les mardis parce que le débat continue. Il y a le message qui entre de part et d'autre et par nos téléspectateurs. Nous aurons le temps de vous avoir encore sur ce plateau. Il y a des petits soucis qu'on aura. On aura besoin de votre présence parce que les analyses sont tellement belles. Je pense aussi un jugement des valeurs sera fait par nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci d'avoir répondu présent à cette belle émission. Je rappelle à nos téléspectateurs, la rediffusion de cette émission, c'est aujourd'hui à 22h20 et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Nous allons finir cette émission avec l'élément du pasteur Prince Matondo qui a quand même, à l'occasion des 64e anniversaire de l'indépendance de ces pays, de notre pays, il a quand même fait un petit briefing pour encourager le peuple congolais. Je pense qu'on va finir par ça et moi je vous retrouve à la prochaine. Merci. Message du mouvement plein Astel ONG à l'occasion des 64 ans dites d'indépendance de la RDC. Nous, pasteurs et serviteurs de Dieu, membres du mouvement plein Astel ONG, programme de libération par l'évangélisation intégrale des nations, sous la houlette de notre président, le pasteur Prince Matondo, remercions Dieu tout d'abord pour être arrivé à cette étape. Nous constatons avec amertume que notre pays, la RDC, en réalité, a loupé son indépendance sur tous les plans. Nous avons loupé l'indépendance. 2. Nous trouvons impérieux, indispensable et vital une prise de conscience nationale en vue de la renaissance de la cohésion nationale des pays de l'indépendance à la table ronde, dont l'effritement au lendemain du 30 juillet 1960 a constitué la brèche majeure qui a replongé la nation sous la coupe occidentale. Nous interpellons les leaders des différentes confessions religieuses en faveur d'une théologie de résistance et de libération dont nous sommes les pionniers
Notre pays est à constituer des populations très croyantes en vue de l'émergence d'un front populaire contre les agendas cachés des ennemis du Congo. 4. Exhortons le peuple congolais à un réveil nationaliste, à un sursaut patriotique sans équivoque en vue d'un soutien total et populaire à nos institutions, dont le président de la République. 5. Demandons à Monsieur le Président de la République d'assumer vaillamment ses responsabilités et des choix historiques sans peur. Nous répétons encore sans peur. Nous répétons encore sans peur des sorciers. Amen. Car c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et de la nation. Nous lui demandons de tout mettre en œuvre pour une justice distributive, une lutte sans merci contre l'impunité, une répartition équitable et transparente du revenu national, une militarisation et l'adaptation de notre système politique à nos réalités culturelles. La démocratie hellénique copiée de l'Occident ayant démontré ses limites en rapport avec nos mentalités. Fait à Kinshasa le 1er juillet 2024 pour le mouvement Pain Aspel, le pasteur Prince Matondo, président. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le Congo. Que le Seigneur bénisse les chefs de nos institutions. Que le Seigneur bénisse le président de la République. Que le Seigneur bénisse le Premier ministre, Madame Judith Pilouka. Que le président bénisse le chef du Parlement, Carmel et Vidal. Que le président bénisse, que le Seigneur bénisse notre armée. Que le ciel vole au secours de notre armée. Toyo Katekuna la Est.